Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Gaël Poupard et aujourd'hui je vais vous parler d'accessibilité et d'efficience. J'aime beaucoup les gros mots, donc c'est un peu le thème du jour. L'accessibilité, je vais essayer de définir un petit peu après de quoi il s'agit. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'entende de la même façon, c'est l'intérêt. Par contre, l'efficience, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, ce que ça peut vouloir dire. Donc on parle là uniquement du ratio entre le temps investi, enfin le coût globalement, et l'efficacité. L'objectif de l'efficience absolue, c'est le meilleur ratio entre le coût et l'efficacité. Ce qui potentiellement peut nous amener de temps en temps à ne rien faire parce que le moindre effort coûtera beaucoup trop cher. Mais c'est toujours efficient. Voilà. C'est important de le préciser parce que dans l'accessibilité, c'est un gros sujet. Mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de vous montrer déjà que la plupart des gens ici en font, sans même le savoir, sans même faire gaffe, juste parce qu'ils aiment bien faire leur travail. Et montrer qu'en prenant conscience, on peut aller beaucoup plus loin en faisant pas grand-chose de plus. Ce qui est assez satisfaisant. Donc la définition officielle, on va citer quelqu'un qui est relativement connu dans le milieu, c'est Tim Berners-Lee, qui disait « Mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leurs aptitudes physiques et mentales. » On est assez loin de l'image qu'on se fait en France de l'accessibilité parce qu'on nous parle uniquement des gens aveugles sur le web et des gens en fauteuil dans le bâtiment. On va commencer, le premier critère dans la citation, c'est le matériel ou le logiciel. Heureusement, on a des conférences sur le responsive qui nous expliquent qu'on peut réussir à afficher du contenu chez tout le monde en prenant un petit peu de temps, mais ça le fait très bien. C'est de l'accessibilité. Quand vous faites du responsive, c'est de l'accessibilité pure et simple. Quand Jean-Pierre parlait du chargement des fontes et que la plupart font le choix de ne pas charger leur fonte en asynchrone et de laisser un écran blanc, vous mettez vous-même une balle dans le pied en termes d'accessibilité, alors que si vous affichez le texte brut, sans charger votre fonte et en la laissant apparaître plus tard, tout le monde aura accès à votre contenu. Ça, c'est de l'accessibilité. L'infrastructure réseau aussi, le poids des pages et les performances, c'est un sujet qui plaît à beaucoup de monde, comme en sport, on va uniquement parler des performances. En revanche, l'intérêt principal d'améliorer ces performances, c'est quand même que les gens accèdent à vos contenus. L'exemple était donné, au bout de 4 secondes, un utilisateur sur mobile qui voit une page blanche, il se barre et puis c'est plié. C'est un problème d'accessibilité et pas uniquement de performance. Langue maternelle, culture, localisation géographique, ça c'est des choses qui dépendent un peu de l'ampleur de votre site aussi, mais bon, les questions du multilingue ou de la géolocalisation se posent quand même déjà, même en France. Et les aptitudes physiques et mentales. Voilà, ça on connaît, on voit à peu près de quoi il s'agit. Mais globalement, c'est assez loin de l'image qu'on s'en fait en France et du cadre légal qu'on a en France. Alors on va avancer un petit peu là-dessus, parce que c'est déjà, rien que cette citation vous permet normalement de voir que vous en faites déjà. Le W3C, donc l'organisme qui rédige les spécifications du HTML et du CSS entre autres, a aussi une filiale, on va dire, qui s'appelle la WAI, qui est uniquement chargée des sujets d'accessibilité et qui édite un document qui s'appelle les WCAG ou les WCAG. C'est le texte fondamental d'absolument tous les référentiels accessibilité au monde. Ils s'appuient tous dessus et leur objectif principal, c'est de respecter les WCAG. Les WCAG sont basés sur 4 principes. La notion de perceptibilité. Donc, l'information et les composants de l'interface utilisateur doivent être présentés à l'utilisateur de façon à ce qu'il puisse les percevoir. On retombe aussi sur des sujets de performance où potentiellement on se retrouve avec certains composants qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas utiliser, avec des menus de navigation sur lesquels on est obligé d'appuyer 2 fois parce qu'ils sont mal conçus à l'origine. On va se retrouver avec le cas parfait, c'est le carrousel ou le slideshow, vous l'appelez comme vous voulez, qui en fait vous affiche une image et il y en a 18 autres derrière mais personne ne les voit. Et la plupart du temps, personne ne les verra. C'est statistique, il y a moins d'1% des utilisateurs qui vont voir le deuxième slide. Donc ce genre de choses, c'est quand même une très mauvaise idée en général. La notion d'utilisabilité. Là, ça va parler à beaucoup plus de monde. On parle aussi d'ergonomie globalement. C'est le terme le plus connu dans le domaine.
les composants de l'interface utilisateur et de navigation doivent être utilisables. C'est simple, hein. Pourtant on n'y arrive pas toujours. Compréhensible, là ça devient un peu plus rigolo. Les informations et l'utilisation de l'interface utilisateur doivent être compréhensibles. La phrase est assez sobre, mais on rigole souvent du fameux menu sur mobile qui ressemble à un hamburger avec 3 couches. Hein. On a vu plein de parodies avec un Big Mac et ce genre de choses. 3 lignes, personne ne comprend que c'est un menu. Hein. Faut pas, ça sert à rien de penser ça. Les gens sont habitués, vous les conditionnez avec des réflexes pavloviens, mais ils ne comprennent toujours pas de quoi il s'agit. Robuste. Ça, c'est notre partie un peu plus en tant que prestataire ou en tout cas développeur. Le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété de manière fiable par une large variété d'agents utilisateurs, y compris les technologies d'assistance. Donc, suffisamment robuste pour être interprété de manière fiable par une large variété d'agents utilisateurs, ça tout le monde comprend. Hein. On parle aussi des problèmes de compatibilité, il faut que ça s'affiche sur IE8 ou pas. Hein. On a nativement dans tous nos projets, on a déjà des contraintes de navigateur et de compatibilité, y compris les technologies d'assistance. Ben, c'est là que ça devient rigolo, mais vous noterez quand même que ça arrive à la fin, parce que c'est pas du tout le point principal. Les technologies d'assistance, on va parler de toutes les technologies qui ne sont pas grand public, qui vont aider des personnes dans des situations particulières pour accéder au contenu. Donc le plus connu, c'est les lecteurs d'écran, parce que sur Internet, on focalise très souvent sur les aveugles. Il faut savoir qu'il y a aussi de la saisie vocale. On a des outils qui permettent d'insérer du contenu et d'interagir uniquement vocalement. On a toutes sortes d'appareils. Je vais éviter de les lister parce qu'on en a pour quelques jours. Mais voilà, c'est important. Et globalement, en fait, ces technologies-là s'interfacent très bien avec tout ce qui est bien fait. On peut résumer ça comme ça. La situation de handicap. Alors je ne sais pas si vous suivez beaucoup l'actualité de l'accessibilité, mais on ne parle plus de personnes handicapées depuis quelques années déjà, on essaie de parler du politiquement correct et de la situation de handicap. Tout le monde considère que c'est uniquement du politiquement correct pour arrêter de parler des personnes handicapées, c'est complètement faux. L'objectif principal de cette expression, c'est d'élargir au maximum la compréhension envers ce que sont des situations de handicap. C'est pas du tout nécessairement un handicap physique ou cognitif, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que je note que c'est toujours relatif à un contexte. Le contexte est toujours hyper important. De toute façon, on peut parler de tout ce qu'on veut, le contexte est hyper important. Plus globalement, en fait, pour sortir un peu de l'image du fauteuil roulant, utiliser un ordi portable dehors avec le soleil qui tape en plein dedans, peu importe l'écran que vous avez, hein, ça va vous faire chier. Et vous ne verrez pas bien l'écran. Naviguer sur son smartphone alors que vous avez les doigts gelés ou des moufles. Bon, il y a quelques trucs qui commencent à apparaître pour que ça se fasse facilement, mais n'empêche, c'est chiant aussi. Regarder une vidéo dans un lieu public avec le son coupé. Moi, personnellement, quand je suis au taf et que j'ouvre YouTube, le son, il se met pas à balle direct. Hein. Donc, c'est un problème d'accessibilité. Naviguer sur un site web avec une connexion bas débit. Là encore, vous êtes dans une situation de handicap. Un thème premium que vous regardez sur ThemeForest qui fait 70 mégas et que vous chargez avec une connexion 56K, vous y passez 3 heures. Ça n'existait pas à l'époque et on sait pourquoi maintenant. Et finalement, on sera tous vus un jour, on va tous finir par mal finir. Hein. Voilà. Donc, au-delà du contexte et de l'explication de ce qu'est une situation de handicap, il faut savoir aussi qu'en France, on a une vision très légale et très cadrée de la prise en compte de l'accessibilité. Ce qui fait peur à beaucoup d'agences et de prestataires. Le discours qui revient souvent, c'est que c'est trop cher, c'est que c'est trop compliqué, c'est qu'on n'a pas les compétences, alors que c'est parfaitement faux. N'importe qui travaille dans le web est capable de faire sa part. Et c'est ça qui est important. Il faut savoir notamment que même si on parle beaucoup de référentiels, de niveau et de certification et tout ça, 100% accessible, ça n'est pas possible. C'est impossible. Le W3C, alors au travers de la WAI et des WCAG dont j'ai déjà parlé, recommande de ne pas chercher à satisfaire tous les critères d'accessibilité des WCAG. C'est impossible, il y en a qui rentreront en collision au bout d'un moment, c'est inévitable. Donc ce qui est important de mettre en œuvre, au lieu de se fixer sur des référentiels hyper complexes, c'est de mettre en place une démarche et juste se dire, on en fait un petit peu, on commence. On fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça, et petit à petit, au final, on a une couverture qui devient bonne.
Et c'est ça qui est important, c'est vraiment la démarche. Donc c'est là où ça devient rigolo et où je m'amuse beaucoup. Vous en faites déjà. A priori, tous ceux qui sont là déjà aiment bien faire leur travail, sinon ils ne viendraient pas à un sujet sur le taf le samedi. Hein. Donc on a tous notre savoir-faire, on a tous des compétences particulières, même si certains d'entre nous font exactement le même métier, on ne le fera jamais de la même façon. On a tous nos propres règles, nos propres bonnes pratiques, et on aime tous apprendre. Ça c'est valable même pour les gens qui ne viennent pas à ce genre de conférences. On aime tous apprendre, on aime tous découvrir des choses, on aime tous se dire qu'on a bien fait ce qu'on a fait. C'est hyper satisfaisant, ça répond à des besoins naturels de l'homme, on peut voir ça dans la pyramide de Maslow, on aime se satisfaire nous-mêmes, c'est naturel. Mais l'accessibilité c'est un excellent domaine parce que la plupart des gens ne savent pas qu'ils le font et du coup c'est de la satisfaction gratos. Dès que vous allez voir les critères, vous allez dire ah, mais ça je le fais déjà, c'est cool. Donc voilà, là c'est le moment où vous commencez à intervenir aussi. Moi j'aime pas, je m'ennuie quand je suis tout seul, donc j'aimerais savoir si des personnes ont des bonnes pratiques qui leur tiennent vraiment à cœur, des trucs qui pensent potentiellement être leur spécialité. On a vu que Jean-Pierre par exemple c'est la performance, il n'y a pas de photo, on sait que c'est ça. Est-ce que parmi vous, certains ont des compétences qu'ils estiment pouvoir se lier un petit peu à l'accessibilité? Ça peut toucher à n'importe quoi. Du moment que ce soit dans votre travail quand même, parce que si c'est pour conduire votre voiture, ça m'intéresse moins, mais... Est-ce que quelqu'un aurait des idées, des spécialités? On a vu par exemple, je ne sais pas si Neil est arrivé, mais on a un expert en référencement. Ah, forcément. Et du coup, le référencement, ça rentre en ligne de mire. Ça permet aux gens d'accéder à votre contenu. C'est la base. Je sais que par exemple Victor, intégrateur aussi, lui, bon, l'intégration, il l'a fait bien et c'est de l'accessibilité. Comment? Le français. Le français? Oui, tout à fait. Le niveau de langue, c'est ultra important. Il y a plusieurs critères dans tous les référentiels d'accessibilité que vous pouvez trouver. Le respect de la langue et le niveau de langage est extrêmement important parce que ça aide à se faire comprendre. Par exemple, moi je travaille sur une application scolaire. On a à peu près 5 millions d'utilisateurs et ça va de la 6e à la terminale, plus les enseignants et les administrateurs. Des élèves de 6e, vous ne leur parlez pas de la même façon qu'à les administrateurs qui gèrent un établissement scolaire. Le niveau de langue est extrêmement important et ça fait partie des critères, notamment au Québec, ils ont un critère très très précis là-dessus, c'est que le niveau de langue de l'interface doit correspondre au niveau de langue de la personne que vous ciblez. C'est logique, hein, et ça ne coûte pas grand-chose à faire, mais en attendant, quand nous-mêmes on écrit nos contenus, on choisit les intitulés des boutons ou des liens, on n'y pense pas toujours. Par contre, il y a des choses auxquelles on peut penser facilement, c'est l'orthographe par exemple, la typographie. Bon, la langue française est malheureusement assez compliquée en termes de typographie, mais il y a des bonnes pratiques à mettre en place, et si c'est fait, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? J'avais prévu au cas où ça bouge pas trop. La performance. Le responsive, forcément, hein, j'ai eu l'intro magique, hein, sans déconner. Le référencement, on a déjà évoqué légèrement. La lisibilité et la hiérarchie de l'information, c'est un peu différent du niveau de langue et du français. La lisibilité, ça va concerner la typographie notamment. Le respect de la typographie française et les polices de caractère que vous allez utiliser. Si vous écrivez tout en comics sans MS, ça a beau être joli, au bout d'un moment ça sera fatigant. La hiérarchie de l'information, ça c'est une question de contexte et de logique aussi. Si vous avez une page web, c'est juste une tartine de texte et de paragraphes sans aucun élément qui ressort nulle part. Vous ne saurez pas où vous êtes, vous allez lire votre page, vous commencez à scroller, vous êtes paumé directement. C'est extrêmement important de hiérarchiser l'information. L'internationalisation, donc là on va au-delà du langage aussi, hein, c'est que toutes les questions de traduction et de multilingue sont primordiales aussi. Si vous vous adressez à un site belge et que vous ne gérez que le français, vous avez perdu d'avance. Là, c'est pour faire simple, hein, mais ça, j'ai choisi des choses qui normalement parlent à tout le monde. Que vous soyez un professionnel du développement ou un référenceur ou n'importe quoi, même un contributeur occasionnel, un chef d'entreprise qui fait appel à une agence pour gérer son site, vous entendez forcément parler de ça. Puis quand vous gérez un PowerPoint pour une présentation aussi, hein, la hiérarchie de l'information, c'est bête, hein, mais tout le monde met un titre à un slide. Chaque métier contribue. C'est vrai. En France, on a tendance à penser aussi que c'est une compétence ou une spécialisation.
Pour la simple et bonne raison qu'on a des certifications en France, qu'on a des référentiels et du coup on a des boîtes spécialisées qui vendent des prestations d'audit, d'accompagnement et tout ça. Sauf qu'il n'y a pas besoin de ces interventions-là pour que vous le fassiez correctement. Heureusement, parce que sinon il se ferait des couilles en or assez vite. Chaque maillon de la chaîne de production est impacté. N'importe qui touche à un site à n'importe quel moment dans la production d'un site ou dans la vie d'un site touche à de l'accessibilité. Ça va être dès le moment où le décideur ou le prospect va venir contacter un prestataire pour faire son site, il l'en fera déjà, il ne le sait pas, c'est tout. Au moment où c'est un sysadmin chez un hébergeur lambda type OVH ou Gandhi, il va toucher à des choses qui vont impacter l'accessibilité. Donc ce qui est hyper important, c'est que ça touche tout le monde, dans n'importe quelle structure, n'importe quel type d'entreprise, que vous soyez un développeur indépendant ou une agence avec 15 personnes à chaque poste, tout le monde participe et c'est pas une prestation à rajouter sur un devis, c'est vraiment un ensemble que vous traitez au long de tous vos projets. Donc, moi, mon grand dada, c'est de lire des critères, hein, forcément. Donc, j'en ai choisi un pour la plupart des postes, sachant que les premiers postes, tout ce qui intervient en amont du projet, en amont de la création, que ce soit ergo ou graphique, n'a pas de critères associés. Tous les référentiels sont purement techniques ou conceptuels, donc c'est difficile d'associer un critère, mais il y a quand même des choses à faire. Donc, le client, le prospect ou la MOA, forcément, si une MOA ou un prospect vous dit nous, il ne faut absolument pas qu'on soit accessible, pour des raisons X ou Y, on ne sait jamais, il peut y avoir très bonnes raisons, ben voilà, vous n'avez pas à le faire. Niveau d'efficience, là c'est simple, hein, vous ne faites rien. Par contre, lors que vous discutez avec un organisme public, quel qu'il soit, il a l'obligation légale, et ça c'est depuis 2005, même si ça a été décrété qu'en 2009, il a l'obligation légale de répondre au niveau 2A du RG2A. Dans ce cas-là, quand vous répondez à un appel d'offres pour un organisme public, ben vous avez plutôt intérêt à ne pas passer pour un con quand on vous pose la question. C'est bête, hein, mais pourtant ça coûte pas grand-chose. Mais il faut rappeler quand même que du coup, l'impulsion doit venir du décideur. Si vous parlez à une entreprise lambda, une TPE qui vend, je sais pas, hein, qui vend des voitures, forcément que son site soit accessible aux aveugles, je ne suis pas convaincu de l'intérêt. Mais bon, il y a d'autres populations, oui. Donc l'important là, c'est justement si vous y pensez dès lors que vous essayez d'élaborer une réponse à un décideur, ça sera gagné au moment où il vous en parlera. Si jamais le sujet se relève important pour lui, d'une manière ou d'une autre, parce que son cousin avec une main, il se sert pas d'une souris, hein, j'en sais rien, mais vous n'aurez pas l'air con. Et ça, c'est déjà de la valeur ajoutée, hein, quand vous êtes en concurrence avec votre boîte. Les dirigeants, donc là je parle des responsables d'agences en général, tous ceux qui ont une équipe à charge, ça peut aussi être un lead développeur dans une grosse boîte ou ce genre de personnes. À partir du moment où vous avez des responsabilités, c'est à vous aussi de maintenir l'impulsion. Ça se fait en interne, il suffit juste d'y penser et de le dire. Il n'y a pas nécessairement, dans le cas d'un dirigeant d'entreprise, il n'y a pas nécessairement de conformité technique à atteindre. Il n'y a pas d'intérêt non plus à ce que la personne en question lise le référentiel en entier, ça ne sert à rien. Par contre, rappeler à ces troupes que de temps en temps, il faut se poser la question, c'est la solution magique. Ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Peu importe d'ailleurs votre échelle, votre poste dans une équipe, hein, vous contentez de poser la question quand il y a un truc qui vous semble un peu bizarre, et l'accessibilité, on y a pensé. Ah, c'est bon. Si vous faites ça régulièrement, c'est déjà gagné, la démarche elle est là et vous pourrez en parler facilement avec tout le monde. L'avant-vente, alors là on va parler plutôt d'un aspect commercial, mais c'est aussi un des objectifs du WPMX. Normalement, quand un commercial répond, il a commencé à poser des questions aussi à son équipe, à savoir à peu près ce qui était de l'ordre du réalisable ou pas. On en voit rarement une offre comme ça en volant. C'est l'occasion rêvée pour se poser des questions et ne plus être emmerdé de tout le reste du projet et de la vie du site. Vous pouvez déterminer le niveau d'accessibilité à viser. Potentiellement, vous aurez déjà déterminé des cibles, ce genre de choses. Vous saurez quelle population vous allez atteindre. Si vous faites un site pour une maison de retraite, vous avez plutôt intérêt à cartonner sur la lisibilité.
Les thématiques et critères non applicables, ça c'est un point très important, surtout sur le RG2A, c'est que vous pouvez s'aborder quasiment la moitié du RG2A en général qui ne vous concernera pas. Il y a une thématique par exemple sur les cadres qui concerne l'utilisation des iframes, des framesets et ce genre de choses. Ça devient quand même assez rare de s'en servir. Ça, on peut le déterminer dès l'avant-vente. On sait déjà s'il y a besoin, je sais pas, effectivement si on a besoin d'appeler des vidéos YouTube et qu'on est obligé de passer par des iframes, bah, on sait qu'on va devoir regarder de ce côté-là. Par contre, il y en a plein d'autres dont on n'a pas besoin. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand on a des demandes précises et qu'on voit venir un problème, ben, c'est le moment de le relever aussi. C'est au moment où on répond qu'on peut gagner une bataille. Donc, ce qui est important là aussi dans le métier de l'avant-vente et dans la prise en compte de l'accessibilité, c'est de se rendre compte que ce qu'on va pouvoir dire, la crédibilité qu'on va pouvoir apporter au sujet, va potentiellement faire gagner le projet. On ne s'imagine pas forcément, hein, mais il suffit de mentionner, sans parler d'accessibilité, hein, il suffit de mentionner à un prospect que, ben oui, le site, au fait, il marchera dans telles conditions, ça va peut-être lui rappeler sa grand-mère, il sera content. C'est difficile à estimer, mais en tout cas, c'est une valeur ajoutée qui est facile à acquérir. Le chef de projet, là, ça devient plus dur. Il n'a toujours pas de critères techniques associés, parce qu'en général, il n'a pas de compétences techniques, même si tous les cas existent. Il y a un super site officiel qui s'appelle le Portail des métiers de l'Internet, qui est une vraie bible pour s'amuser, et qui précise que le chef de projet coordonne le travail de tous les acteurs du projet et veille au respect de la qualité, des délais et du budget. Et ça, c'est assez intéressant, parce que dedans, il y a le mot qualité. Ouais, délai et budget. Hein. On pense toujours à l'efficience, on peut ne rien foutre, ça marche. Donc, accompagner les équipes vers le seuil de qualité visé. Là, ce qui est génial, c'est que si avant votre commercial il a bien fait le taf et il a déterminé quels critères étaient importants, le chef de projet il a tout en main, il a juste à suivre au fur et à mesure. Ça lui coûtera rien. Proposer un échantillon représentatif à tester, ça c'est important parce que assez souvent le chef de projet a une vision d'ensemble, en tout cas beaucoup plus claire que les intervenants sur des postes précis. Donc il va pouvoir savoir quelles vont être les pages critiques. Simplement à tester, à auditer. En général, il y aura la page d'accueil, le plan du site et quelques pages de ce genre-là. Par contre, il se peut que vous ayez un besoin métier hyper pointu, par exemple les caractéristiques physiques d'un produit, et que ce soit un écran très, très particulier, ça va être nécessaire de tester ça. Et ça rentrera dans l'échantillon représentatif. Normalement, c'est au chef de projet de déterminer ça. Et donc forcément se faire le relais et l'écho de la direction qui pensera systématiquement à poser la question de savoir si l'accessibilité a été prise en compte. Parce que bon, le chef, il n'est pas tout le temps là non plus. Donc là, je mentionne justement une compétence qu'en général le chef de projet a, parce qu'il échange énormément avec les clients et les prospects, c'est qu'il est censé s'exprimer correctement et être capable de comprendre correctement aussi. Donc vérifier l'orthographe, la compréhensibilité de l'interface, des termes choisis et ce genre de choses, ça va être hyper utile et ça fera du bien à tout le monde. Le développeur n'aura plus besoin de se prendre la tête à savoir s'il fait une faute d'orthographe quand il est en train d'écrire son truc. Bon, après, s'il le fait, c'est mieux. Hein, mais... là, on va commencer à rigoler. L'ergonome. Alors, le concepteur d'interface, vous appelez ça comme vous voulez, hein, le mot global, c'est quand même ergonome. Il y a plusieurs thématiques dans le RG2A qui devraient fortement l'intéresser s'il prenait le temps de le lire. Ça serait les formulaires, la navigation, la structuration et la présentation de l'information. C'est des mots qu'il emploie tout le temps. On va parler du critère 12.2, du niveau 2A. Hein. Je me suis fixé le niveau 2A. C'est le niveau, le seul niveau qui a un impératif légal pour les organismes publics, donc l'idéal à viser. Il est assez simple. Dans chaque ensemble de pages, le menu ou les barres de navigation sont-ils toujours à la même place, hors cas particulier? Ça, j'ai quand même l'impression que la plupart le font assez bien en général. Donc, typiquement, hein, sur WordPress, vous achetez un thème, il y a peu de chances que le menu se promène. C'est bête, hein, c'est niveau 2A, c'est gagné. Vous dites ça en réunion, et c'est bon. La présence du fil d'Ariane. À chaque fois, le lien va vers le critère RG2A associé. Hein. La présence du fil d'Ariane, ça en général aussi, hein. Il y a assez peu de gens qui l'oublient quand même. En tout cas, quand vous travaillez avec un thème et que vous le faites correctement, vous l'avez. Tous ceux qui s'amusent à suivre Daniel Rock, SOMX sur Twitter, ils le savent aussi, hein. Ils ont une fonction qui fait tout ça super bien. Voilà, c'est un critère, c'est gagné. L'indication de la page en cours de consultation.
l'état actif d'un élément dans un menu de navigation, mais ça c'est pareil, tout le monde le fait, même juste par plaisir parce que c'est plus simple à regarder. On le fait, c'est un critère. Le moteur de recherche atteignable de la même façon sur l'ensemble des pages. Celui-là je l'adore, parce que sur WordPress vous n'avez rien à faire. Vous avez search.php, vous l'appelez au même endroit dans votre header où vous voulez, vous n'avez rien à faire. Voilà. Donc là, je faisais une petite erreur, je disais que le mieux c'est que WordPress permet de gérer tout ça très facilement au niveau du thème, c'est aussi au niveau des plugins. Ça va être assez génial, par exemple la présence du fil d'Ariane, moi je ne mets plus ça dans les thèmes, je mets ça dans un plugin, ça évite les conflits. Mais c'est rigolo. DA graphiste. Celui-là, il est pareil aussi, moi à la base j'ai une formation de graphiste. Et c'est assez savoureux parce que je suis en train de l'accessibilité sur la question des contrastes. Les déficiences visuelles. Quasiment tout le monde en a. Là, j'ai juste à regarder le nombre de lunettes. Il y a peut-être un tiers des personnes qui portent des lunettes sur le nez. C'est assez vite calculé. Il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a à peu près 8% des hommes et 3% des femmes qui sont atteints de daltonisme. C'est énorme. Donc, on va encore citer un critère, le 3.3. Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé hors cas particulier ? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un hors cas particulier, vous avez une note technique qui vous précise les cas particuliers. Je ne prends pas le temps de tout détailler, mais le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan, c'est hyper simple à mettre en place, à vérifier. Vous avez un petit outil qui vous fait ça tout seul, vous lui passez 2 couleurs en variable, vous lui dites sur lequel vous voulez influer. Si c'est pas valide, vous lui demandez si vous préférez changer la couleur du fond ou du texte, si vous voulez une couleur proche ou alors juste une palette valide. Et voilà, il fait tout ça tout seul et il vous le dit. Sachant qu'en général, les directeurs artistiques et les graphistes, ils ont un œil assez perçant et ils le voient assez vite quand le contraste n'est pas valide. C'est un exercice qui prend de moins en moins de temps en tant que professionnel du travail visuel. Vous allez vous habituer, vous allez repérer plus facilement quand un contraste de couleur va être légèrement insatisfaisant, vous le repérerez de plus en plus vite. Et ça coûte pas grand-chose. Quand vous en êtes à travailler à ce niveau-là, vous vérifiez, ça vous prend 2 minutes. Vous faites ça pour toutes les couleurs importantes, les titres, le contenu principal, la navigation. Faut savoir pour la petite astuce que quand vous avez un dégradé dans le fond ou une image, vous prenez la couleur qui vous emmerde le plus pour comparer. Dommage, mais c'est comme ça. Il y a plein d'autres critères, forcément. L'information ne doit pas être donnée que par la couleur. Celui-là, il est un peu plus compliqué, pourtant il est très facile à mettre en place aussi une fois qu'on l'a compris. C'est que typiquement, quand vous avez un graphique, votre légende, elle ne doit pas se fier sur la couleur. Elle ne doit pas dire en rouge c'est tel état. Ça marche pas parce qu'il y a des gens qui ne verront pas le rouge et du coup ne pourront pas servir de la légende. La solution hyper basique et hyper simple, c'est juste de mettre une texture ou un symbole supplémentaire ou de l'écrire directement, faire un lien visuel avec les zones légendées, et ça marche. Typiquement, on avait fait un petit atelier à Paris Web l'an dernier sur l'accessibilité. Il y avait un slide qui était très rigolo, c'était 4 boutons, 4 formes différentes sur l'écran, et puis on vous disait cliquez sur le bouton bleu. Il n'y avait aucun bouton bleu sur l'écran, mais on simulait à chaque fois un contexte différent d'un utilisateur aveugle, d'un utilisateur daltonien, d'un utilisateur qui n'a pas accès à un rendu visuel, et c'est mort. Les blocs de texte n'excèdent pas 80 caractères de largeur. Ça, c'est extrêmement important pour tout le monde. C'est hyper chiant de lire une ligne trop vite et vous avez une chance sur 2 de vous gaufrer quand vous revenez à la ligne à gauche, parce que c'est trop long. Il y a encore beaucoup de monde qui fait ça, qui ont des trucs sur 1024 pixels de large, c'est que du texte en 12 pixels, c'est ingérable. C'est illisible, même pour quelqu'un qui est un lecteur expert, c'est hyper compliqué. Sachant que le RG2A, ils sont hyper gentils avec 80 caractères. En termes de lisibilité, on recommande quand même plutôt entre 65 et 70 caractères par ligne. Donc ça c'est important, et un graphiste va aussi vite prendre le pas. Sachant qu'il faut se méfier un petit peu, ça dépend énormément, le rendu visuel dépend énormément de la police de caractère que vous aurez choisi. Les champs obligatoires doivent être indiqués visuellement. Ça aussi c'est le genre de choses que la plupart des gens font, on met au moins une astérisque entre parenthèses ou un truc comme ça. Ça marche. Le texte ne doit pas être justifié. Ouais, c'est simple, faut pas le faire, c'est tout. Voilà. Tu le dis à tous les graphistes et puis c'est bon, normalement. Ça, si vous parlez à une mairie, à un office de tourisme, à n'importe quel organisme public, ils n'ont pas le droit.
Après, il y en a qui peuvent s'en foutre, hein, mais à ce moment-là, vous leur faites signer une décharge en disant bah non, on a fait notre taf. Hein. Effectivement, le gros problème de la justification, c'est que c'est présent partout. Que vous ouvrez voir, vous pouvez justifier du texte. C'est pas mieux sur de l'impression. Surtout quand vous n'êtes pas un graphiste expérimenté et que vous ne savez pas gérer les approches et ce genre de choses. C'est impossible. Quand vous n'avez pas 50 métiers au moins, vous n'êtes pas capable, même en tant que graphiste, de gérer ça correctement. Donc le premier Pékin qui ouvre Word et qui met de la justification, il n'y a aucune chance que ce soit bien fait. Donc c'est simple le principe, hein. Même dans la plupart des WYSIWYG, il me semble que je le mentionne, mais pas encore. Sur WordPress, TinyMCE, on peut le configurer hyper facilement. À tel point que moi j'ai une petite extension obligatoire, un must-use plugin, qui n'est pas désactivable par personne. En fait, il faut se connecter au serveur pour le supprimer à la mano, sinon il est activé systématiquement. Et ben, je vire la justification et je vire tout ce qui est chiant dans ce genre de choses. C'est très bête, hein, mais WordPress par défaut ne le fait pas. Ça va peut-être venir parce qu'il y a une équipe qui se met à bosser sur l'accessibilité depuis 2 ans et ils sont en train de défoncer des trucs, donc peut-être que la justification dans WordPress, ça va pas tarder à sauter. Le développeur. Alors, dans le meilleur des cas, le développeur il ne touche qu'au back-end et il voit absolument rien de ce qu'il fait autour. Dans le meilleur des cas. Il y a des choses qui sont très intéressantes, c'est que sur WordPress, la plupart des contraintes sur des formulaires ou ce genre de choses sont gérées côté serveur. C'est assez rare que l'intégrateur se prenne la tête dessus, sauf s'il utilise un plugin un peu bizarre. Et le critère 11.10 qui lui est de niveau A, donc une petite précision en passant, le niveau A, AA et AAA du RG2A, ça n'a rien à voir avec la difficulté d'implémentation, c'est de l'importance pour l'utilisateur. Ça veut dire que c'est le niveau A est impératif. En fait, si vous voulez juste signifier que vous faites un peu d'accessibilité, il faut atteindre le niveau A. Il y a des critères qui sont très difficiles à atteindre, la plupart non. Et donc celui-ci, le 11.10, dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente? Alors, on peut comprendre beaucoup de choses dans cette phrase. Moi, celle que j'en retiens dans le cadre d'un développement WordPress dans une agence standard, c'est qu'une contrainte serveur, ça ne suffit pas sur un champ obligatoire. Et ça, c'est ce que WordPress fait par défaut. Sur le champ des commentaires, vous faites une erreur, il vous sort un webétail, WordPress est mort. Ben, c'est pas suffisant parce que l'internaute, il n'a rien vu arriver, il n'a aucun moyen de se retourner, il est obligé de faire précédent, il a perdu ses champs. Et enfin voilà, c'est nul. Alors que un bon champ HTML5, une petite libjs toute facile pour gérer la validation des formulaires, il ne se passe rien, il n'arrive pas sur une page d'erreur dégueulasse qu'il ne comprendra pas. Et encore une fois, dans le meilleur des cas. En revanche, le développeur, quand même, la plupart du temps, il finit par toucher un petit peu de front. C'est assez rare qu'il n'ait pas à implémenter une balise HTML de temps en temps quand ça va bien. Et ça devient plus rigolo. L'intégrateur, c'est l'homme à tout faire dans l'accessibilité. Il est censé être capable de tout faire. Et c'est un peu le problème en France aussi, c'est que bizarrement, les Français savent que c'est compliqué d'implémenter de l'accessibilité, donc ils savent aussi que c'est le rôle de l'intégrateur, donc ils vont tout mettre sur le dos de l'intégrateur. Ce qui est très con parce que la justification du texte, si le graphiste a fait valider sa maquette avec du texte justifié, l'intégrateur il ne peut plus rien faire. Ou alors il fait chier tout le monde et il s'en prend plein le dos. Donc moi j'ai sélectionné un petit critère qui est très très rigolo et que l'intégrateur devrait reconnaître aisément. Critère 8.2 niveau A. Pour chaque page web, le code source est-il valide selon le type de document spécifié, hors cas particulier. Ce coup-ci, je vais préciser un petit peu le hors cas particulier parce que valider du HTML, c'est quand même pas bien compliqué, hein. Faut pas déconner. En revanche, le RG2A3, il est fait pour travailler avec HTML5. Donc il va vous recommander d'utiliser des attributs ARIA et ce genre de choses quand ça va bien. Sauf que si vous n'avez pas un doc type HTML5, vous aurez des erreurs de validation systématiquement. C'est un cas particulier. Et il y en a plein d'autres comme ça, c'est sur des nuances, mais globalement quand même, si votre code est valide, vous avez déjà gagné quelques points. Il suffit de vérifier. Hein. Personnellement, moi j'utilise une extension qui est disponible sur Chrome et Firefox qui s'appelle Web Developer Toolbar. Vous avez 3 petites icônes qui vous disent si c'est bon. Vous n'avez même pas besoin de vérifier. Hein. C'est juste dans votre barre d'interface, vous avez un check vert pour dire c'est bon. Et si c'est rouge, vous allez voir quand même. Hein. Faut pas déconner. L'intégrateur, j'aurais pu continuer des heures et des heures, hein, mais on aura l'occasion d'en reparler éventuellement dans les questions. Le référenceur, ouais, lui aussi, c'est hyper important. En fait, quasiment la moitié des critères qu'on peut attribuer, qu'on peut mettre sur le dos d'un intégrateur, le référenceur peut le faire mieux que l'intégrateur.
c'est emmerdant. Notamment tout ce qui est sémantique. Il y a quand même pas mal de monde, je suppose, qui joue avec des questions de SEO, ou en tout cas qui en vendent. Ce qui est fait derrière est différent, mais c'est un sujet qui est beaucoup plus en vue que l'accessibilité, alors que c'est le même. Il y a quasiment, à part le suivi d'analytics, il n'y a rien de différent. Parmi les thématiques qui vont toucher le référenceur, on a les éléments obligatoires et la structuration de l'information. Honnêtement, si vous travaillez sur le référencement et que vous ne connaissez pas, allez lire juste ces deux thématiques-là, et ça devrait changer votre vision un petit peu. Critère 9.1, dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres? Un référenceur, ça, en général, il le fait. Le H1, il ne va pas se promener n'importe où, il ne va pas en avoir 18, et les H2, ils ne vont pas se promener n'importe où non plus. Si c'est bien fait. Voilà. Mais normalement, quelqu'un qui s'intéresse au référencement, il tombe assez vite sur la question de l'utilisation des niveaux de titres. Et pour ça, toujours l'extension Web Developer Toolbar, elle a un petit raccourci qui permet d'afficher le plan du document. Vous avez un raccourci clavier pour le faire, et ça vous sort le plan du document. Vous voyez directement si vous manque un H3 entre un H2 et un H4, par exemple. C'est hyper simple, ça coûte absolument rien, et ça vous permet de repérer des problèmes monstrueux, parce que potentiellement, c'est qu'il y a un fichier partiel qui ne s'est pas chargé quand même. Le référenceur, il a forte partie avec le contributeur en général. Ils ne s'entendent pas toujours, sauf quand ils bossent dans la même boîte, et encore. Et donc là, on va parler de la pertinence des contenus. Quand je disais que le référencement et l'accessibilité c'était extrêmement proche, il y a 31 critères dans le VRG2A3 qui contiennent le mot pertinence. Ça représente quasiment 30% des critères. Voilà. Donc on a un petit problème sur WordPress à ce niveau-là, c'est que du coup il y a énormément de contributeurs qui n'ont absolument aucune idée du fait qu'ils doivent contribuer des contenus pertinents, même si ça semble logique. On peut toujours parler de son chien quand on travaille sur les bateaux, on a un blog, on peut le faire. Sur WordPress, ce qui est génial, c'est que dans la flopée de plugins, donc les quelques 30 000 au dernier comptage, il y en a beaucoup qui sont pas top, et notamment Contact Form 7 par exemple, qui était une référence à une certaine époque pour gérer les formulaires, qui a commencé à être remplacé par Gravity Forms, même s'ils n'ont pas tout à fait le même scope ni les mêmes prix. Contact Form 7, c'est de la merde. Vous pouvez faire les formulaires que vous voulez, ça va marcher, ça va vous envoyer un mail et tout ça. Par contre, en termes d'interface, c'est une plaie abominable. Il n'y a quasiment pas, si je dis pas de bêtises, au premier chargement, vous n'avez même pas de label, ou alors les labels ne sont pas associés avec les champs, ce qui est indispensable. En termes de sémantique, c'est affreux. Je me contente de ça. Et donc, c'est tellement une plaie, mais c'est tellement utilisé que Joe Dolson a créé une extension pour remplacer les formulaires générés par Contact Form 7. C'est son plugin, récupère les données de Contact Form 7, supprime tout et refait les formulaires correctement. Et Joe Dolson, c'est le chef de l'équipe accessibilité qui travaille chez Automatic. C'est vous dire où ça en est quand même. Et puis il faut savoir que vous avez aussi des plugins qui vous permettent d'insérer des iframes ou des trucs comme ça en vous disant c'est super, on peut afficher tel morceau du web dans votre écran. Ben ouais, mais c'est pas une bonne idée. Donc moi j'ai plein de petits plugins pour ce genre de choses sur GitHub, vous trouverez les liens facilement. Un petit point intéressant que je viens de zapper, c'est que les must-use plugins, c'est ultra important. Quand vous êtes un prestataire et que vous livrez une administration à vos clients, vous pouvez implémenter des plugins qui ne seront jamais désactivables par l'utilisateur. Jamais. Et c'est bête, mais c'est top. Parce que si vous avez un carrousel machin qui vous charge Analytics et puis tous vos plugins sont interconnectés, l'administrateur il en vire un, même si vous avez géré correctement les droits, vous avez tout le temps des failles. Il peut tout faire péter. Alors que les must-use plugins, c'est complètement transparent, il les voit mais il ne peut rien en faire, et puis c'est fait, vous les appliquez de base sur toutes vos installations, c'est plié. Et un point hyper important donc encore, c'est l'esprit d'équipe. Parce que ce qui est bien, c'est quand on regarde que chaque profil métier peut intervenir, peut avoir sa propre couverture, ce qui est magnifique, c'est de voir qu'ensemble, on peut avoir une couverture quasiment complète. Sans que ça coûte rien. Comme on a vu, la plupart des critères que j'ai cités, vous les faites déjà, ça ne vous coûte rien. Il y en a quelques-uns que vous pourrez faire avec un tout petit peu d'effort et facilement capitaliser dessus. C'est ça qui est important. Ce qui est encore plus important du coup, c'est pas uniquement le respect des critères, c'est aussi le fait que le dirigeant s'implique, en tout cas que la direction c'est rarement une seule personne, et que ça reste
gros problème de ce genre de méthodo, c'est qu'une personne peut le faire, peut se mettre à le faire, peut motiver tous ses collègues et tout ça, puis le jour où elle s'en va, plus personne ne le fait. Ça, c'est emmerdant. Et, sauf que si c'est la tête de l'entreprise qui impulse ce mouvement-là, ça restera. Vous embaucherez un remplaçant pour une personne qui s'en va et vous serez capable de lui remettre les mêmes outils entre les mains. Ce qui est bien aussi, et ce qui est important de préciser, c'est que l'atmosphère et la bienveillance entre les personnes est primordiale. Déjà, gérer une équipe qui travaille ensemble, mais sur des échelles différentes, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des petites bisbilles, il y a toujours des trucs qui ne marchent pas, il y a toujours machin qui a raté un truc. Dans l'accessibilité, c'est hyper compliqué parce qu'on peut vite zapper et enterrer un sujet. C'est très très facile, alors que en SEO par exemple, ça c'est une petite différence, vous ne pouvez pas parce qu'il y a votre analytics qui va se mettre à brailler et puis il va falloir vous justifier. En accessibilité, vous n'avez pas le problème. Donc là, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu tous ensemble parce que moi je ne suis pas manager et je n'ai pas d'équipe à gérer particulièrement. Par contre, je sais que c'est ultra important et qu'une personne seule ne peut pas impulser ça. Moi, en tant qu'intégrateur dans une équipe, je ne peux pas le faire. Je peux essayer, et si j'y passe 6 ans, j'y arriverai peut-être. Par contre, nativement, un responsable d'équipe, ça va y prendre 2 heures. Donc j'aimerais savoir si vous aviez des idées pour aider ce genre de partage d'idées. Comment on pourrait faire pour intégrer ça dans la culture d'une entreprise? Parce qu'on parle bien de ça. Et notamment autour du WPMX, on parle quand même de développer son business. On a vu ça avec WooCommerce, la présentation de Rémi qui nous disait que pour développer votre business, le mieux c'était encore développer celui de votre client. Là, on n'est pas très loin. Si vous êtes capable de justifier à n'importe quel prospect que vous savez faire ça, vous entretenez votre business, vous gagnez potentiellement, vous pouvez même vous spécialiser dans des marchés de niche du type les mairies ou les trucs comme ça, même si ça commence à être occupé. C'est de la valeur ajoutée. Être capable de dire, on connaît, on n'est pas expert, mais on connaît, c'est de la valeur ajoutée. Donc, au niveau de vos entreprises respectives, comment est-ce que vous pourriez gérer ça? Parce que quelqu'un aurait des idées, c'est pas hyper compliqué, hein, tu vois, mais... Je vais pas rentrer en graphisme, mais chez nous, par exemple, il n'y a aucune maquette qui arrive chez le client avant que les intégrateurs les aient vus. Et du coup, on a une grosse discussion avec les intégrateurs. Et la première chose que je fais quand j'ai fait une maquette, c'est l'envoyer à mon intégratrice sur Slack en lui disant j'ai checké les contrastes, mais des fois je loupe des trucs, donc vérifie avant, fais-moi des retours. Donc c'est un peu le côté communication. Je sais que chez Orange, par exemple, ils ont une grosse culture d'accessibilité. De l'extérieur, on ne dirait pas trop. En fait, ils ont un truc trop bien, et je ne sais pas où ils se sont procurés ça. Ils ont des lunettes pour simuler les différents degrés de daltonisme. Et ils ont une espèce de paire de lunettes qui donne le mal de mer pour simuler les troubles cognitifs des utilisateurs. Et mettre, à mon avis, enfin c'est ce qu'ils disaient, c'est que mettre une paire de lunettes comme ça à un dirigeant en disant regarde ce que ça crée quand tu as des soucis et que le site n'est pas accessible, regarde le problème quand tu es daltonien et que les boutons tu les comprends pas, regarde ce qui se passe quand tu as des troubles cognitifs et du coup le slider là il bouge dans tous les sens et tu peux pas lire le texte. Donc apparemment il y a des petits objets, des petits outils aussi qui permettent de faire ça. Donc à voir où je pense que c'est pas très compliqué de se les procurer, mais l'idée c'est de mettre les gens en situation, en fait, les mettre dans la peau de l'autre personne. Oui, je pense que c'est extrêmement important. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de se procurer ce genre d'objet. Vous avez des extensions pour tous les navigateurs qui vous permettent de simuler sur une page web le rendu que ça donne avec différents types de daltonisme. De temps en temps, c'est un peu gênant, effectivement. Et puis sans ça, c'est du bon sens aussi. Quand même vous avez du mal à cliquer, imaginez quelqu'un qui a des difficultés motrices. Voilà, après c'est du bon sens. Si vous, ça vous pique les yeux, moi du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en tant que graphiste, je suis rentré par là. Si vous, ça vous fait mal aux yeux, imaginez quelqu'un qui a des problèmes aux yeux. Mais je ne parle pas de lunettes, d'une excellente vue, mais des trucs qui me font vomir de temps en temps, ça arrive. Donc il faut y penser, effectivement, se mettre à la place des utilisateurs, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on aurait d'autres idées ? On a une petite intervention devant, je vais juste prendre rapidement. Vas-y, amène le micro. Il est exprimé. Oui, très très rapidement. Bon, je crois que il y a un mot-clé à mon avis qui me paraît important, c'est la notion de compromis, puisque tu l'as dit tout à l'heure, il y a différents maillons dans la chaîne de production d'un site web par exemple. Chaque maillon a ses exigences, et qui
parfois peuvent être assez contradictoires. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut que chacun des maillons dans cette chaîne sache faire des compromis pour essayer d'aller vers un résultat qui, malgré tout, arrive à satisfaire l'utilisateur final. Donc je crois que le compromis me semble assez important. Exactement, mais c'est ce qui dégage derrière la notion d'efficience. Il faut être capable de mesurer à chaque fois ce que ça va nous coûter, ce que ça va nous rapporter, à quel point on va être efficace. L'efficience, c'est que du compromis. Ça rejoint aussi ce que disait Stéphanie sur la communication entre les métiers. C'est ultra important. Pendant très longtemps en agence web, on était uniquement en cycle en V. Les gens se refilaient les patates chaudes au fur et à mesure. C'était un bordel sans nom et ça arrivait en prod comme ça. Donc, ce qui était mentionné par le monsieur devant aussi, c'était la sensibilisation des clients. Ça, c'est une excellente remarque, mais le gros problème, c'est que qui est censé les sensibiliser? Là, nous. Et qui nous sensibilise? À part dans certaines circonstances. C'est que tu disais tout à l'heure, au tout début, ouais. tu parlais de l'accessibilité. Oui, donc au tout début, tu parlais de l'accessibilité en, on va dire, désacralisant le mot. Parce que moi, dans mes relations aux clients, notamment dans les domaines d'ergonomie, par exemple, quand j'interviens en faisant des simplifications ou en rendant les choses plus accessibles au sens premier du terme, comme tu l'as dit, en disant, voilà, on va reculer ça en arrière-plan, refaire venir ça, de façon à simplifier les choses, on fait de l'accessibilité. C'est la même chose que M. Jourdain avec la prose. C'est la même chose. La difficulté, c'est que dans l'inconscient collectif des gens, et notamment des clients, quand tu leur discutes avec eux, c'est que quand ils entendent accessibilité, ils voient une personne en fauteuil roulant qui a des lunettes noires. Voilà. Et que je crois que c'est le même, si je peux faire un parallèle avec WordPress, c'est la même problématique qu'on rencontre quand on dit WordPress et qui nous répond, bah oui, ça s'installe en 5 minutes, donc ça va être plus pas cher. Ça, donc il n'y a pas besoin de développeurs pour le faire. Voilà. Et donc finalement, c'est d'un côté un bon marketing qui a son retour dans la médaille, et l'accessibilité, c'est la même chose. On pourrait plutôt, à mon sens, donner de l'information, de simplification, en disant que tout le monde peut faire de l'accessibilité. Écoute, ça tombe super bien, parce que je ne sais pas si beaucoup de monde a suivi ça, mais en fait, il y a à peu près un mois, le RG2A version 3 a été publié. Ça a été l'objet d'un marché, d'un appel d'offres. Donc il y a plusieurs entreprises qui se sont positionnées dessus. Il y a une entreprise qui a été créée à cette occasion-là, qui a regroupé plusieurs experts accessibilité. Et globalement, ils ont dit la même chose. Ils ont dit que c'est bien joli de prendre des référentiels, mais si on se contente de les imposer à tout le monde, personne ne va les lire, personne ne va s'en servir et ça ne marchera pas. Ce qui fait que depuis vendredi, le référentiel du RG2A est sur GitHub. Vous pouvez ouvrir des issues, faire des pull requests et forker le RG2A. Et l'air de rien, en tant que développeur, moi j'ai pas envie de me faire chier à chercher sur le site du gouvernement où est-ce que je peux envoyer un mail pour dire que tel machin c'est un peu bizarre. J'ouvre une issue. C'est très bête, hein, mais ça permet de diffuser un peu mieux les choses. Tout à l'heure, tu nous as donné un pourcentage de personnes qui étaient atteintes de daltonisme. Je sais plus que... C'est 8% des hommes et 3% des femmes sur le monde. Voilà. Et alors, le pourcentage d'Internet Explorer 9, je crois que c'est 2,5%. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup de clients qui me prennent la tête avec Internet Explorer 9, malgré ce pourcentage. Par contre, personne ne me demande de faire un site pour 8% qui sont atteints de daltonisme. Alors que ce serait l'accessibilité de... Oui, ce serait beaucoup plus logique. On va dire, ce serait... Et les daltoniens c'est beaucoup moins chiant d'adapter un site pour des daltoniens que pour Ionaf. Hein. Sans déconner, vous avez juste à ajuster les couleurs en fonction de ce que vous voyez. Et on touche 8%, alors que on va être imposé, alors que pas l'accessibilité. C'est ça. Mais après, pourquoi on va te l'imposer? Moi, j'ai une petite hypothèse très simple. Une raison d'entreprise. Moi, récemment, on m'a demandé, pour un intranet, il fallait absolument que je revoie tout un tas de trucs parce que c'est IE6 point la ligne. Et puis il y en a... J'y ai eu droit il n'y a pas très longtemps aussi. Donc, du coup, j'aurais préféré me prendre la tête, effectivement, avec des problèmes d'accessibilité plus touchy, quoi. Ouais, et l'accessibilité sur IE6, c'est un peu touchy quand même. Là, pour le coup, il faut que ça marche en JS et je peux dire que tu t'amuses. Mais mon hypothèse à moi personnellement, je me suis fait une petite image de comment fonctionnent les prestataires à ce niveau-là pour expliquer l'accessibilité. Pour moi, le fait qu'on ait des scopes de navigateurs qui apparaissent dans les contrats et tout ça, c'est parce qu'on les y a mis, parce qu'à un moment donné, ça nous a arrangé. On voulait virer Netscape 4 en tant que prestataire. On a dit, on ne fait pas Netscape 4. Les clients sont habitués à avoir une liste de navigateurs cibles. C'est plié. Les utilisateurs, par contre, on n'y pense pas, parce qu'on s'en fout, en fait, du moment qu'il y a un gros placard avec notre logo et notre nom, et que ça défile et que ça clignote, on est content.
Ben, ça marche pas comme ça. La remarque était extrêmement pertinente parce que par exemple sur PrestaShop, si le panier déroulant il fonctionne pas en Ajax sur IE9, on s'en branle, ça marche. Par contre, si la page pour valider son paiement c'est en rouge et vert et qu'un daltonien voit rien, là ça devient relou. Mais ça tes stats analytics te le diront pas. Elles vont te dire qu'il y a IE9 et donc tu vas pouvoir faire le lien facilement. Bah ouais, c'est l'Ajax qui marche pas, tant pis, c'est un lien. Par contre, le fait qu'une personne abandonne son panier, Rémi nous sortait des chiffres hallucinants sur l'abandon de panier, le fait qu'une personne soit daltonienne, ça peut parfaitement rentrer en ligne de mire. Ou le fait que les deux boutons soient trop proches et qu'à chaque fois elle ait peur de se tromper, ou ce genre de choses. C'est très bête, hein, mais... Il y a un autre point que tu as souligné tout à l'heure concernant des aspects d'accessibilité que tout le monde pouvait, etc. Et j'aurais rajouté, moi, social. Le contexte social, parce que je travaille assez souvent en cybercafé et je vois des populations donc, différentes de cybercafé. Et là, il y a des choses qui sont absolument hallucinantes sur la relation à ce qu'on pourrait appeler l'ergonomie d'un site. Des choses qui nous paraissent vraiment évidentes et il faut faire attention parce que l'évidence pour nous qui faisons des sites n'est pas l'évidence du monsieur qui se promène dans la rue. Ouais, dans la citation de Tim Berners-Lee, il y avait un truc hyper important là-dessus, c'était la culture. C'est déjà très con, hein, mais dans un cybercafé, potentiellement, tu rencontres un utilisateur débutant qui ne sait pas manier l'ordinateur. Comment tu veux qu'il manipule correctement ton site? Alors que nous, en tant que prestataire, on va se dire, mais non, mais c'est bon, il va trouver le panier facilement et puis il va y aller tout seul. Ben non, c'est mort, ça sert à rien. Nous, on le trouve facilement parce qu'on sait que, traditionnellement, c'est plutôt par là. Les utilisateurs, ils n'ont pas notre culture. Est-ce qu'on aurait d'autres idées? On s'est légèrement éloigné de la question de l'esprit d'équipe et de la culture d'entreprise, mais je pense qu'on a un peu avancé déjà. J'avais aussi prévu quelques pistes, hein. On ne sait jamais. Et puis c'est un peu plus technique, parce que bon, là-bas je suis quand même un technicien, moi, c'est ça qui m'amuse. Sur WordPress, on a des trucs magnifiques pour réutiliser des composants et les documenter. On n'est pas obligé de consommer, de bouffer des plugins à tire-larigot, hein. On peut les faire aussi. Et l'air de rien, c'est vachement plus facile à manier. Ça reste vachement mieux ancré dans une entreprise. Vous gérez la documentation. Potentiellement, vous avez un nouvel inté qui arrive et qui ne parle pas encore très bien l'anglais. Vous pouvez avoir la documentation en 2 langues parce que c'est vous qui l'avez faite. Alors qu'un thème premium que vous achetez, un bon courage pour trouver de la doc en français, quand les traductions sont là déjà. Il y a plusieurs mécanismes, hein, donc toujours sur le premier point, les composants réutilisables et documentés. Vous n'avez pas que les thèmes ni les extensions, vous avez donc aussi les thèmes enfants. Et ça, c'est un véritable bonheur quand vous bossez sur des thèmes et que vous prenez la tête avec de l'accessibilité. Pour une très bonne raison, c'est que le thème enfant est chargé avant le thème parent. C'est con, hein, on a tendance à se dire le contraire, que le thème enfant va venir écraser le thème parent. C'est pas ça du tout. Vous êtes obligé d'encapsuler tout ce qu'il y a dans votre thème parent pour vérifier si le thème enfant ne l'a pas déjà chargé. C'est comme ça que ça marche, hein. Ça peut sembler complètement illogique et super chiant, parce que quand on veut faire un thème enfant sur un thème existant, on est obligé de passer sur le thème parent quand même pour vérifier. Le gros avantage, c'est que vous repérez directement les problèmes. Si vous avez un truc qui ne se charge pas dans le bon ordre, vous le savez directement. Et ça vous permet de très peu toucher au thème parent. Donc votre thème enfant, c'est lui qui va devenir important. C'est lui qui va devenir votre travail, votre savoir-faire, qui va représenter quasiment tout ce que vous êtes capable de faire en tant que développeur ou intégrateur. Et si lui, il est bon, vous êtes bon. Si vous savez que votre fil d'Ariane, par exemple, on va reprendre l'exemple, même si je ne le mets plus dans le thème, si vous savez que vous allez l'utiliser sur tous vos sites, il devrait être dans votre thème ou dans votre base de plugins que vous installez à chaque fois. Il devrait être documenté, il devrait être super bien tant qu'à faire. Mais voilà. C'est un, on ne sait jamais. Après, même si vous ne le faites pas vous-même, on a toujours ces plugins favoris, ces thèmes favoris, on les connaît, on sait les manier. Ils sont peut-être pas forcément assez documentés pour qu'un nouvel arrivant les prenne en main directement, mais au moins on les a et on peut travailler dessus, on les connaît vraiment bien et ça c'est un avantage énorme. Et donc au niveau des plugins, il y a aussi les must-use plugins qui sont des vraies perles. C'est le genre de truc qui sera indémontable, même si un jour, vous en tant que développeur, vous vous barrez, vous étiez tout fier de votre plugin et que le développeur d'après dit mais c'est quoi cette merde et tac, il le désactive. Avec un must-use plugin, c'est pas possible, il est obligé de se connecter au serveur, il va être obligé de regarder un minimum un développeur qui se connecte à un serveur, il regarde ce qu'il y a dans le dossier avant de le virer. Et puis au bout d'un moment, il va se rendre compte que non, c'est intéressant.
Le point numéro 2, c'est déterminer ensemble, donc là j'insinue l'ensemble de l'équipe qui va intervenir sur le projet, voire potentiellement l'ensemble de l'entreprise s'il y a plusieurs équipes et plusieurs projets en parallèle, pour savoir quel référentiel suivre, et il y en a plusieurs, donc, et sur quelles ressources vous appuyez. En France, les organismes publics doivent respecter le RG2A, blablabla. Le RG2A c'est bien pour le public, c'est un très bon référentiel aussi, surtout la version 3. En revanche, si vous ne bossez pas pour un organisme public, mais vous voulez quand même suivre un référentiel, il y en a plein d'autres. Vous avez AccessiWeb notamment, qui est excellent, qui est d'ailleurs la base sur laquelle a été développé le RG2A3, qui existe en plusieurs versions. Vous avez le SGQRI 8, qui est le référentiel québécois, qui est beaucoup plus compréhensible, qui est vraiment fait pour s'adresser un peu plus à n'importe qui. Vous avez la section 508 aux États-Unis, mais là je vous le déconseille parce qu'ils sont un peu barbares. Et puis vous pouvez vous baser uniquement sur les WCAG. C'est la base de tous ces référentiels-là. C'est traduit en français, la traduction est super. C'est l'association Brainnet qui les a fait, qui édite aussi le référentiel AccessiWeb, qui a participé au RG2A. Enfin, c'est top, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc vous pouvez choisir le référentiel. Vous pouvez avoir plusieurs, vous pouvez même en avoir plusieurs en fonction des équipes. Il y a très peu de chances d'avoir des conflits. Et les ressources, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu comme les thèmes des plugins. Vous les constituez au fur et à mesure, vous les documentez, vous les réutilisez, et là vous allez devenir performant et efficient. Alors, rendre les tâches ludiques et didactiques afin de les intégrer efficacement, ça c'est un truc auquel on ne pense pas souvent quand on est dans des relations de travail, mais on peut aussi s'éclater en fait. Ça peut aussi être des trucs marrants, ça peut aussi être des petits commentaires dans du code. Qu'un développeur ouvre un fichier PHP et voit une bleb, c'est assez rigolo quand vous précisez pourquoi vous avez fait tel truc parce qu'il y avait un bug sur tel navigateur, même dans vos CSS, vous pouvez faire des blagues. Il n'y a rien qui vous en empêche. En théorie, si vous avez suivi les conseils de Jean-Pierre, vos fichiers ils arrivent concaténés et minifiés, il n'y a plus aucun commentaire en prod. Après, c'est de la théorie. Mais moi, je mets beaucoup de choses dans mes commentaires parce que c'est une mine de connaissances sans fond. Et de blagues aussi, de temps en temps. Prendre du temps pour dialoguer, échanger vos connaissances et faire découvrir aux autres des points méconnus. Donc là, on rejoint directement ce que disait Stéphanie, c'est que ce qui est primordial, en fait, c'est vraiment de maintenir la connaissance tout au long de l'équipe. L'avant-vente peut très bien parler aux développeurs, à l'intégrateur, en référenceur et tout ça. Il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas. C'est pas grand-chose de plus à dire, quoi. Il faut échanger. En tant que graphiste, par exemple, un graphiste avec un tant soit peu d'imagination, ce qui est en général le cas, va pouvoir trouver des solutions absolument facilement pour un développeur. Le développeur, il va buter sur son algorithme, il va pas réussir à s'en sortir. Un regard extérieur, ça peut suffire, même si ce que va dire le graphiste va avoir aucun sens pour le développeur, ça va peut-être lui donner une idée. C'est bête, hein, mais plutôt que d'éviter de s'enterrer tout seul, on y va à plusieurs. Hop. J'ai zappé quelques ressources. Il y a des choses hyper intéressantes sur le web, hein. On s'en doute un petit peu. Il y a notamment les notices accès de web par la société Atalant, qui sont disponibles en HTML et en PDF, qui sont des notices en fait ce sont des guides qui sont orientés métier. Donc vous en avez un pour le développement, vous en avez un pour le développement d'interface riche en JavaScript, vous en avez un pour l'intégration HTML CSS, vous en avez un pour le rédacteur de contenu. Et puis c'est juste des liens, vous lisez les explications, vous avez des petits schémas, vous avez des petits liens externes et tout ça, des solutions de temps en temps, voire des démos. Et c'est vraiment pratique, ça aide vraiment à se former. Les checklists qualité Upcast, qui commencent à être un petit peu connus, qui globalement s'appuient sur une liste de bonnes pratiques dans tous les domaines, et c'est là où c'est assez rigolo, parce que vous pouvez recouper assez facilement SEO, accessibilité et serveur, et des trucs comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui touchent à l'accessibilité. L'extension Firefox, par exemple, vous permet aussi de voir le plan du document, ce qui est assez intéressant dans tous les domaines. De la même façon, l'extension vous permet d'attribuer une note sur 10 via leur outil Obvious Reporting. Ça sert à rien de viser 10. Franchement, si vous êtes à 8, vous avez déjà un niveau excellent. Je mets quelques ressources sur le site de Digital Pulse. C'est une boîte australienne qui a fait des choses magnifiques, donc comme un jeu de cartes pour ajuster ses attitudes en équipe. Eh ben, c'est bête, mais ça peut devenir assez rigolo si le sujet vous intéresse.
et c'est déclinable à l'infini, ce genre de thème. La cartographie des WCAG, qui est hyper important, qui se base sur les 4 principes que je vous ai cités au début, et qui liste après tous les critères, et qui les catégorise comme ça. Donc ça vous permet aussi, vous, en tant que prestataire, de vous orienter sur tel ou tel critère qui vous semble le plus important. Un excellent article sur Open Web par Denis Boudreau, qui parle des pièges à éviter quand on se met dans l'accessibilité. Il y en a quelques-uns. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de monde qui est passé avant vous, donc les pièges ils sont connus. Et puis une note de la WAI, donc l'organisme du W3C, qui parle du partage des responsabilités de l'accessibilité. Et encore une fois, ils prennent à peu près le même découpage des métiers que moi. Et la liste est juste parfaite. Vous avez tous les critères un par un, avec le tableau par métier, puis des croix pour vous dire quel métier peut intervenir là-dessus. Voilà. 80% touchent l'intégrateur, mais la plupart de ceux qui touchent l'intégrateur touchent aussi d'autres métiers à côté. Et c'est ça qui devient intéressant. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Tu as évoqué l'ensemble des métiers qui sont appelés à prendre leur part de conscience comme la prise en compte de la démarche d'accessibilité sur un projet web. Cela dit, il y a un point que tu n'as peut-être pas sur lequel tu n'as peut-être pas insisté suffisamment, c'est que notamment lors d'une procédure de réponse à un appel d'offres, et puis même aussi pour accompagner le plus efficacement possible la mise en place de l'accessibilité sur le projet, c'est le fait de faire appel à un expert en accessibilité. Parce que si j'ai un commercial qui va vendre l'accessibilité, mais s'il dit tout et n'importe quoi, c'est à double tranchant. Alors, donc un expert en accessibilité sera là déjà pour aiguiller et surtout faciliter la définition des priorités, notamment pour pouvoir aider à élaborer que ce soit le cahier des charges ou la réponse formelle à l'appel d'offres pour dire voilà, en citant voilà, quelques critères, voilà, le site voilà, respectera tel ou tel critère. De la même manière, lors de la réalisation, lors du développement du projet, l'expert d'accessibilité devra non seulement être un garant, c'est-à-dire ne pas se contenter du chef de projet qui dit et l'accessibilité, mais qu'il soit là pour pouvoir trancher sur les points les plus délicats, voire les plus litigieux, même si bien sûr on peut toujours transférer des compétences. Bon, je pense notamment au checklist Accessibility Steps pour le développeur front-end qui va savoir au moins les démarches de base pour l'accessibilité. Mais en tout cas, l'expert d'accessibilité a quand même un rôle central, si je puis dire, pour sauver cette situation. Je vais essayer de te répondre assez rapidement. Si je me rappelle encore le début de l'intervention. Il y a deux gros problèmes avec l'intervention d'un expert en accessibilité. Le premier, c'est qu'il faut avoir une dimension de projet et de marché d'appel d'offres qui soit suffisamment intéressant pour se permettre d'appeler quelqu'un et de le payer. Sachant que le principe de Message, c'est l'accessibilité et l'efficience, ça rentre un peu en conflit. L'autre gros problème, c'est que ça ne va pas être intégré à une équipe ou difficilement. C'est un expert en accessibilité, il va venir, il va tout mettre carré pour le temps du projet, puis il va repartir. Et ça, c'est dommage. Ce qui serait génial, c'est que l'équipe n'avait pas besoin d'experts en accessibilité et que tous ils aient les mêmes compétences. Ce qui ne coûte pas plus cher parce que les référentiels sont publics. Les formations, tout le monde peut faire des formations. Il faut le rappeler, il y a des excellentes sociétés comme
l'association Drynet, Access 42, vous avez beaucoup de sociétés qui proposent des formations qui durent quelques jours en fonction du niveau que vous voulez atteindre et qui sont éligibles au BIF, hein, évidemment. Donc je pense que ça, c'est une réponse plus appropriée que de faire systématiquement appel à un expert. En revanche, sur des très gros projets, où vous savez que ça va toucher quelques centaines de milliers d'utilisateurs ou même des très gros organismes qui mettraient potentiellement la vie de votre entreprise en jeu, là, ouais, il faut blinder le truc et il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui a l'expérience, qui a déjà formé des équipes et qui saura faire. C'est une valeur ajoutée, mais ça serait bien que les agences lambda et les indépendants l'aient aussi, comme tu peux l'avoir. Voilà. D'autres questions? Alors moi j'en ai, s'il n'y en a pas d'autres, j'en ai moi. Deux petites très concrètes. Qu'est-ce que tu penses du plugin Breadcom NavXT niveau accessibilité? Ça doit faire 5 ans que je ne l'ai pas utilisé, mais de mémoire c'était pas trop mal. Ok. Après, il y a toujours mieux. Oui, bien sûr. Même la fameuse fonction de Daniel Rock, je lui ai envoyé un petit... Oui, il y a mieux, des trucs... Voilà, mais bon, il y a toujours mieux. Moi j'ai la mienne. Elle est sur GitHub aussi, s'il y en a qui ont envie de creuser. Très bien. Et la deuxième petite concrète aussi, dans la 4.2 de WordPress, la base title a disparu. Les SEO ont beaucoup râlé sur ça. Est-ce que c'était pas une question d'accessibilité justement? Non. La info là-dessus? Alors sur ce point-là précis, non. Par contre, la base title, elle est hyper importante en termes d'accessibilité. C'est le premier élément qui est lu par un lecteur d'écran. Donc ils l'ont dégagé, ils l'ont pas pourquoi en fait. Oups. Mais c'est hyper important. Tout le monde pense, quand on parle de SEO et tout ça, tout le monde pense au H1 et à la liste des liens et ce genre de choses. Un lecteur d'écran qui navigue, le premier élément qui va être lu, c'est la balise title. Il en a rien à branler du H1, c'est la balise title. Et c'est Non, pardon, je parlais de l'attribut title, moi, pour être plus précis, sur les liens. C'est pas pareil du tout. Non, c'est pareil. L'attribut title sur les liens, il faut éviter quasiment tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dégagé. Quoi. Ouais. Ok. C'est bien, c'est ma petite fonction utilitaire qui faisait ça, je vais pouvoir la virer du coup. Du coup, ça fait râler quand même les référenceurs qui disent les encres et tout, machin. T'en as pas besoin pour les encres à la base title. Ah bah moi j'en sais pas. Tu passes sur un IT ou un name, Merci. Merci Gaël.